Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien. Ce nouveau jour, nous allons aborder un sujet très important pour nos enfants, mais pas seulement pour les enfants, mais pour toute la communauté. Nous allons évoquer l'initiation à la nutrition. Nous allons aussi aborder l'initiation au goût comme moyen qui s'impose pour lutter efficacement contre une mauvaise alimentation. Vous le savez, depuis toujours, nous sensibilisons sur l'alimentation équilibrée, le fruit, les légumes, mais éviter de plus en plus le cholestérol. Mais cette fois-ci, nous allons aborder cette question avec un spécialiste sur ces plateaux. Ce nouveau numéro reçoit pour nous Hubert Tibassou, qui est éducateur spécialisé. Avec lui, nous allons répondre à toutes ces questions qui touchent à l'initiation au goût, qui s'impose comme un moyen efficace pour lutter contre l'alimentation déséquilibrée. Hubert Tibassou, bonjour. Bonjour monsieur Mamba. Comment vous allez? Très bien, et vous? Très bien, ça va aussi. Un sujet assez capital, le goût, l'initiation au goût. Et vous avez trouvé qu'il faut commencer avec le plus jeune. Absolument. D'où vient d'abord cette initiative de sensibiliser et initier au goût? Merci déjà de me recevoir. Je m'empresse déjà de vous remercier. Merci. Le projet a été modifié légèrement. Initialement, c'était prévu pour demain. Et compte tenu de mes contraintes familiales, j'ai été obligé de vous soumettre s'il y avait lieu qu'on le passe aujourd'hui. Okay. Et pour ça, je vous en remercie sincèrement. Merci. Alors, l'éveil du goût, c'est un élément capital dans le développement humain. Dans le sens où les premières, on va dire, les inégalités sociales commencent par l'alimentaire. Pourquoi je dis cela? C'est parce que accéder aux produits de qualité demande à avoir de moyens, demande aussi une éducation. Et souvent, l'expérience que j'ai pu observer là où j'exerce mon travail, notamment à Paris, c'est que ceux qui ont la capacité de choisir de bons produits, d'avoir une capacité d'observer la composition des produits qui sont proposés, ce sont des gens qui ont non seulement une certaine capacité financière, mais qui ont une certaine culture aussi de l'alimentaire. Donc, l'éveil du goût, c'est un élément capital qui permet à l'enfant, dans son bas âge, d'avoir des outils. Mais quand vous parlez du goût, on va directement à la dégustation. Est-ce que ce n'était pas l'éveil carrément d'une alimentation saine qu'on devait évoquer ici, que de partir d'une dégustation comme élément déclencheur d'une campagne de sensibilisation pour réduire carrément des maladies liées à l'alimentation? Comme toute initiation, ça commence très tôt. Et pour initier un tel projet, ça demande aussi quand même une formation. Oui. Voilà. Et donc, j'estime que lorsqu'on veut apporter une connaissance saine des produits, c'est mieux de commencer avec des enfants de bas âge. Très bien. Parce que l'éveil est en croissance. L'intérêt pour ces enfants-là est encore très actif. Et je pense que c'est le moment de commencer le travail dans l'apprentissage du goût. Parce que le palais, la bouche, ça s'éduque. Ça s'éduque aussi? Absolument, ça s'éduque, absolument. Donc il faut passer par une initiation à l'éducation du goût. Exactement, c'est cela. Alors, bon, quand c'est sucré, on sait comprendre, le goût vous communique au cerveau que c'est sucré. Quand c'est salé, le goût communique au cerveau que cet aliment est salé, il y a beaucoup plus du sel et c'est vice-versa. Et maintenant, comment pour le fait de déguster ou de goûter doit carrément servir d'une éducation pour les enfants? Parce que nous sommes tous, vous et moi, et vos collaborateurs, dotés de tous ces sens. Oui. Et ces sens sont en éveil. Il faut les stimuler. Il faut les stimuler et la seule manière de le faire, c'est au niveau de l'éveil cognitif. C'est-à-dire que la différence avec les enfants qui vivent dans les familles, je ne parlerai pas des familles nantis, des familles plutôt des classes moyennes. Classes moyennes, peut-être ici. Carrément qui ont un pouvoir d'achat assez Voilà, élevé. Les familles qui ont un pouvoir d'achat élevé. Voilà, ces enfants-là, très tôt, avec leurs parents, sont accompagnés. Vous savez, pour préparer un aliment, il y a une démarche à faire. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans les fast-food,
où il suffit simplement d'aller acheter des produits surgelés, on met dans le micro-ondes, ça chauffe. Voilà. C'est cette culture-là pour laquelle moi je me bats et que je ne voudrais pas. Et déjà, Kinshasa, ici, c'est tellement instauré déjà. J'ai plaisir quand je vais, par exemple, dans les marchés ici à Kinshasa, où j'observe le matin la diversité de couleurs de produits, des légumes sur la table. Ça suscite à moi des souvenirs, des senteurs. Alors que vous êtes éducateur, le fait de manger ces nourritures régulièrement que vous venez d'évoquer ici, qu'on trouve, on peut citer les pizzas, on peut citer les hamburgers, les shawarma. Les shawarma, les poulets au maillot, par exemple. Les poulets maillot. Est-ce que ça bons. représente des risques pour Absolument, absolument. Des risques de maladies cardiovasculaires, l'obésité, du diabète. Ah bon? Ah oui, absolument. C'est bourré de sucre, évidemment, pour inciter nos gamins à les consommer. Il y a une relation addictive avec ça. C'est-à-dire, c'est fait par des scientifiques qui sont dans les laboratoires, qui conçoivent tout ça là pour créer une sorte de relation presque addictive avec ces produits-là. Et donc, les dangers, c'est que ces gamins, ces enfants, lorsqu'ils commencent à consommer ces produits-là, il y a une sorte de relation presque affective avec ces produits-là. Et maintenant, nous allons dire que nos nourritures africaines concèdent plus de vertus, ou carrément ils peuvent avoir les mêmes composantes qu'on peut retrouver des graisses dans l'aliment, par exemple les pizzas, on peut retrouver plus du sucre, aussi les graisses chez nous dans les fumbois, on peut le trouver aussi. Est-ce que c'est seulement parce que c'est une alimentation étrangère qui va nous poser des problèmes, ou chez nous aussi il y a des aliments qui méritent d'être sensibilisés à faible consommation? C'est une très bonne question. Et bien évidemment, je ne fais pas une guerre contre la civilisation occidentale. Bien évidemment, il y a aussi des produits qui sont faits en respectant un certain nombre de normes alimentaires, les normes alimentaires, bien évidemment. Mais ma démarche consiste à dire que, comme vous l'avez tout à fait évoqué, nous avons des produits aussi chez nous ici, qui sont aussi parfois, dans la manière de les préparer, bourrés de sucre ou de graisse, notamment la manière de préparer, par exemple, le fumboa, où on met parfois énormément de pâte d'arachide. Voilà, ça c'est des éducations qu'on peut aussi faire. Mais moi, ma démarche à moi, initiale, c'est de permettre à nos enfants ici d'avoir un choix dans leur façon d'instaurer une relation avec l'alimentaire. Par exemple, nos gamins doivent apprendre à sentir avoir ce qu'on appelle la mémoire olfactique. C'est-à-dire que vous et moi, je suis tout à fait sûr que dans votre mémoire le plus enfoui, vous arrivez d'avoir des senteurs d'enfance. Moi, j'ai fait mes études, une partie ici à Edikia. Je me rappelle à l'époque, il y avait je ne sais pas si vous connaissez les arbres flamboyants. Voilà. C'est un peu aigre, c'est les produits. Et je me rappelle à l'époque, quand je sortais de l'école, pour aller prendre mon bus c'était courant, les longs des étalages, il y avait des mamans qui vendaient Tout à fait. Mais ça embaumait le passage. Il y avait du parfum qui balisait le chemin. Et tout ça là, c'est resté. C'est donner à nos enfants la capacité d'aimer les produits qui sont locaux ici. Indirectement, c'est aussi valoriser nos produits, la diversité de nos produits qu'on a ici. Dernièrement, je suis parti au marché et j'ai vu un produit que j'ai consommé quand j'étais enfant, les tondolo, vous savez, le fruit rouge là. Quand j'ai goûté cela, il y a eu une explosion de goût. Il y a eu énormément de senteurs. De souvenirs en tout cas. Absolument. Donc, après, il faudra que ça soit quelque chose de concret. C'est au niveau de nos écoles, faire ce qu'on appelle des ateliers, d'accord, où on peut mettre une diversité de produits avec des enfants qui seraient capables d'identifier les odeurs, de manière à ce que leur palais soit initié, stimulé à reconnaître les produits et finalement à connaître exactement cette diversité et les pousser à aimer d'abord les produits locaux. D'abord les produits locaux. Si je comprends bien, c'est peut-être l'apprentissage tard de certaines alimentations, de certains produits alimentaires que l'homme congolais actuel préfère goûter ou manger, c'est que l'homme blanc l'a extrêmement proposé par des films, par des séries, par des campagnes médiatisées, que c'est rappelé que quand je goûtais, par exemple, tel produit, à mon enfance, je n'avais pas ces problèmes. Est-ce que c'est à l'âge de l'enfant qu'on doit apprendre ou même à l'adulte qu'on peut aussi apprendre?
l'idéal serait qu'on commence très tôt. C'est-à-dire quand toutes les facultés sont encore en sommeil, sur le plan cognitif, sur l'éveil, sur la socialisation. Lorsqu'ils sont encore en éveil, c'est là où on peut faire un travail. Mais bien évidemment, à un certain âge, moi par exemple, j'ai appris à goûter le vin, alors que j'étais déjà adulte. Oui. C'est simplement avoir aussi l'appétit du savoir. Dire que, écoutez, c'est peut-être ce qui est un peu différent avec l'Occident, c'est que très tôt ils ont été initiés au plaisir du goût. Conséquence. Ils savent déguster. Absolument. Quand on leur propose un produit, même quand ils sont à Kinshasa ici, ils ont du temps et ils posent des questions. Quand c'est pas une bonne qualité, exactement, son éducation au goût va lui dire que ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il est capable, à partir de son éducation, de sentir quelques nuances au niveau de son palais et parfois de poser des questions. Je pense que l'éducation au goût, c'est pas un projet élitiste, hein, parce qu'on peut penser que c'est réservé à une élite. Non, c'est vraiment permettre à tous d'avoir un accès égal et peut-être corriger certaines inégalités sociales, simplement. Voilà. Alors, qui dit éducation, nous voyons l'école, nous voyons aussi certaines organisations non gouvernementales qui peuvent proposer une instruction, mais c'est une exclusivité étatique, publique. Comment alors vous pouvez sensibiliser le plus jeune au goût si ce n'est pas passé par les écoles? Je pense que l'école, c'est un acteur majeur, parce que l'enfant a une relation très tôt déjà avec l'école. Voilà. Mais ce n'est pas seulement l'école, c'est au sein de famille aussi. C'est pourquoi je pense qu'il y a dans notre société aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un peu en déphasage. Peut-être ça tient aussi au fait que la population est tellement résignée par rapport à... Je ne fais pas de la politique, la manière dont les choses sont gérées. Je pense que les associations sont très importantes aussi. C'est des partenaires importants. On peut les associer dans cette démarche. Voilà. Par contre, l'école, c'est un lieu d'apprentissage primaire. Voilà. L'initiation au goût, les plus jeunes sont visés. Comment vous allez procéder? Très très bien. C'est des projets qui doivent être initiés dans le cadre des ateliers. Voilà. Pas dans un programme scolaire établi qu'à telle année, tel niveau scolaire ou maternel, nous allons proposer tel goût et pour différencier. Je veux calmer mes ardeurs. J'aimerais tellement qu'on en arrive à ce niveau-là. Oh, mais essayons. C'est un entretien. Sincèrement, s'il y a quelque chose qui pourrait un jour me dire que j'aurais laissé aussi une trace presque infime, c'est cela. C'est-à-dire que ça soit intégré dans nos manuels scolaires. C'est-à-dire qu'on considère que le premier aliment qui permet à l'homme de stimuler son intelligence, c'est d'abord l'alimentaire. Vous savez qu'en France, le livre et les produits alimentaires sont taxés au même niveau. Ça veut dire presque rien. Les livres, c'est pour le savoir, oui, mais les produits alimentaires, c'est pour... Le livre sont taxés de manière à ce que le savoir soit le plus partagé. Ouais. C'est pas très cher au niveau de la taxation de tout ce qui est livre. Voilà. Parce qu'on a considéré que le savoir et l'alimentaire, ce sont les biens les plus essentiels dans la croissance de l'homme. Voilà. Et donc, moi, je voudrais qu'au niveau de l'action gouvernementale, on intègre le fait que bien manger constitue aussi une des premières responsabilités de l'État qui doit garantir ou consacrer l'égalité des personnes. Le premier aliment qu'on commence à consommer va définir aussi la qualité de la santé d'une personne. Absolument. Et si on commence à consommer ce que nous appelons le jus, ouais, le produit coloré, un peu rougeâtre, jaunâtre, on nous propose sur nos tables, et voilà, ça s'appelle le jus. Et généralement, les nutritionnistes découragent ce genre de jus. Mais déjà, à l'école maternelle, l'enfant, pour aller au cours, chaque matin, il doit s'amener avec
quelques produits alimentaires qui vont lui permettre de tenir jusqu'à la sortie. Ou des cantines qu'on propose là, il y a ce jus-là, ou des chips qu'on ne sait pas comment ils sont aussi fabriqués, ou d'autres aliments un peu moins sanitaires. Et si on commence avec cette première alimentation, quels sont les risques? Je vais faire juste une petite incise, parce que là, vous m'offrez un espace d'expression qui est prioritaire, en tout cas primordial pour moi. Depuis que je suis là, je mène une croisade contre les jus. Je ne veux pas leur faire la publicité. C'est des poisons pour nos enfants. Des poisons? Absolument, c'est des poisons. C'est imbibé de sucre. Faites une expérience presque banale. Prenez votre mouchoir, papier, introduisez, versez dans le contenu. Remontez votre papier, vous verrez que votre papier est coloré, le reste c'est de l'eau. C'est du poison. J'interpelle le gouvernement à faire quelque chose. C'est incroyable. Ça veut dire que dans ce pays, on aura des gamins de 16, de 10 à 15 ans, porteurs de diabète, si rien n'est fait. Je vois ces fûts, ces petites bouteilles jaunâtres, parfois rougeâtres, écumer nos rues, sans que quiconque se lève les petits doigts. Et vous avez évoqué tout Mais ça se présente comme du jus. C'est ça, du jus. Et c'est passé dans quelque chose de normal, de banal. Non, il faudrait absolument que nos gouvernements fassent quelque chose. Pour répondre à votre question sur... Le plus jeune qui s'emmène avec ce que vous ne voulez pas appeler jus et que nous appelons jus à l'école, puis vous avez évoqué que c'est le premier aliment qui peut constituer aussi vos habitudes alimentaires. Absolument, c'est ça. Il faut lancer une guerre, entre guillemets, farouche contre ces vendeurs des produits qui tuent nos enfants. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais dans un taxi où j'ai eu à aborder ce sujet avec une dame qui était en train d'utiliser cet aliment. Ah bon? Oh oui, je l'ai interpellé. Vous l'avez découragé? Ah oui, je dis, madame... mais vous avez couru de risques? Oui. Je l'ai dit, mais s'il vous plaît, madame, vous avez une diversité de fruits ici. Achetez-vous une mixeur, c'est pas cher. Faites-vous même le jus. C'est pourquoi je disais que c'est une éducation. Et l'éducation doit commencer dès le bas âge. Dès le bas âge. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, qu'est-ce que ce projet pourrait être concrétisé sur le plan éducatif? Je pense que l'opportunité que vous m'avez offerte, j'espère, pourrait ouvrir un espace de réflexion où on pourrait intégrer des nutritionnistes, des sociologues, des éducateurs et d'autres partenaires pour réfléchir en comment on peut mettre en musique ce projet d'initiation à tout ce qui est alimentaire. Voilà. Je pense qu'il faut aussi intégrer les maraîchères, enfin les mamans qui produisent tous ces légumes, de manière à ce qu'on crée des partenariats avec les lieux de production aussi. Amener ces gamins-là sur ces lieux-là, voir. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois partout où il y a des espaces, on installe de molles de consommation. C'est bien tout ça. C'est l'économie libérale. Mais on oublie une chose, c'est que l'être dans tout ça n'est plus la priorité de choses. C'est-à-dire que nous avons versé, vous savez, dans les années 60, en France, dans la consommation frénétique. Tout est consumériste. On est là simplement à consommer, à accéder au crédit. L'être s'est totalement effacé. Nous avons la possibilité, nous, d'éviter aussi ce type de production. En France, ils l'ont abandonné. En tout cas, pour l'instant, ils se battent pour que l'humain reste quand même la priorité, même si ce n'est pas facile. Mais moi, je voudrais que dans notre modèle ici, que les intellectuels se saisissent de cette question. On ne forme des gens capables de réfléchir que lorsqu'ils sont en bonne santé. On commence d'abord par l'alimentaire. Voilà. Donc vous voyez le risque, 10, 5 ans, 15 ans plus tard, si on rate ce jeune de l'école maternelle, ce jeune de l'école primaire, vous craignez qu'il y ait un taux élevé des diabétiques au Congo, parce que ce que nous appelons comme jus est tellement sucré, contient beaucoup de sucre. Alors, en dehors des boissons sucrées, quels sont ces autres aliments que vous craignez qui peuvent être aussi préjudiciables à la santé des Congolais? C'est tout alimentaire. On appelle produit alimentaire, mais qui détruit. Comment c'est possible? Il y en a beaucoup. C'est tout ce qui est les produits transformés, c'est-à-dire les produits qui sont faits de manière industrielle, bourrés de sucre, énormément de matières
pour qu'il y ait une sorte d'addiction. Les pizzas. Dernièrement, je vois aussi qu'il y a une frénésie autour pour les maillots, tous ces éléments. Je n'ai pas la liste en tête, mais il suffit d'aller dans les enseignes qu'on voit pulluler partout. On voit très bien qu'il y a une forte présence de ces enseignes pour pousser les gens à consommer et qu'en face, il n'y a pas de réaction. Le gouvernement est totalement absent, il n'y a pas d'association, il n'y a personne. L'école a totalement abandonné. Nos gamins sont devenus des victimes expiatoires. Alors, il y a une réalité sociale que nous allons partager sur ce plateau. Les produits frites, les produits alimentaires comme des frites, comme des pizzas, comme les hamburgers, j'ai encore cité autres produits, les pains arabes, shawarma et autres, c'est carrément un miroir de réussite ici à Kinshasa ou d'aisance, des bien-être ou des bien-vivre. Comment nous pouvons enlever cela dans nos mémoires? Parce que le plus jeune commence déjà à demander à papa de ramener pour lui le soir un shawarma, des pizzas ou ramener d'hamburgers, hamburgers autres. Comment nous pouvons maintenant changer cette compréhension que ce n'est pas une vie d'aisance que vous menez, c'est une vie très dangereuse pour votre santé? Commencez déjà par ce type d'initiative. Vous jouez un rôle très important dans le processus d'éducation. Il y a un certain nombre de partenaires qui doivent jouer aussi les leurs. Je pense que l'État doit être au centre, au cœur du dispositif. Les chaînes étrangères qui déversent nos programmes ici, où on laisse des enfants tout seuls, sans médiateur, il n'y a pas d'adulte. L'autre, il est là, il consomme, il avale de manière tout à fait passive tous les programmes, où des fois, vous avez les papas, la maman, tout le monde est captivé pour les programmes. C'est simplement remettre les choses à leur place. Les familles doivent être au cœur du dispositif d'accompagner leurs enfants. Vous me demanderez, mais comment? Je pense que l'école, c'est un acteur important. C'est aussi l'État qui doit aussi, à travers ces grilles de programmes, je suis affligé quand je regarde la grille de programme que j'observe. Je dis, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que la configuration des loisirs à Kinshasa est faite pour tout le monde, sauf pour les enfants. Pas pour les enfants. Pas pour les enfants. Maintenant, pourquoi on veut... bon, parce que nous voulons vraiment ressembler à l'homme blanc. Nous commençons à trouver notre nourriture à nous. Ce n'est plus bon. Et on commence à préférer des fast food pour se rapprocher de beaucoup plus de la civilisation occidentale. Est-ce que ça a des répercussions sur notre santé? Ça a des répercussions sur la santé, parce qu'on a évoqué tout à l'heure certaines maladies. Je pense qu'à l'aune d'une dizaine d'années, on devrait malheureusement voir des cas d'obésité. L'obésité en Afrique? À Kinshasa, on doit le voir. On doit le voir. Oui. Non, vous savez, mais ça, c'est une maladie des riches, comme certains le disent. Non. Pour ceux qui mangent bien, c'est qu'ils ont l'accès ou le pouvoir d'achat. Monsieur Mwamba, vous savez, à Paris, pour reconnaître un homme riche, vous savez, il est comment? Et il est athlétique. Voilà, il est mince. Mince. Et quand on va dans les grandes cités, on voit des gens plus gros. Ah oui? Plus gros, voilà. Donc, il faut avoir beaucoup d'argent pour être mince. Pas seulement. Peu d'argent pour être plus gros, comment? Non, je pense qu'il faut accéder aussi à l'éducation. L'éducation, que j'ai dit tout à l'heure, très tôt, l'éducation alimentaire. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là, après il faut relativiser, ce n'est pas seulement des nantis, c'est la classe moyenne. Mais qui a eu quand même l'accès à l'éducation? À l'éducation très tôt. Vous savez, les mêmes... Vous insistez sur très tôt? Très tôt, absolument. L'éducation alimentaire que j'observe ici, elle est presque pareille en France. C'est-à-dire que quand on va dans les grands ensembles où il y a des HLM, ce sont des cités qui sont conçues par l'État, et dont pour y accéder, il faut avoir un salaire intermédiaire. Voilà. On y trouve plutôt des gens qui ont la même situation économique. Voilà. Et on retrouve, comme par hasard, une certaine similitude dans les habitudes alimentaires. Ils mangent bio? Non, ils ne mangent pas bio. Ils mangent pas bio? Ah non, ils mangent plutôt des produits transformés. Oh là là. Parce que ce sont des produits qui sont moins chers. Moins chers. Et dont la préparation ne prend pas du temps. Industriel. Industriel. Parce qu'aller acheter un produit, deux fois, ça ne coûte pas cher, monsieur Mwamba. C'est simplement, on a perdu, comment dire, les habitudes. Aller au marché simplement
humer les produits, les regarder la couleur, les tâter, les toucher, les sentir. C'est un plaisir. Et tout ça là, c'est une éducation. Voilà. L'éducation, initiation au goût. Vous avez trouvé que ça serait très capital que ça soit vraiment reprise dans notre programme scolaire. Alors, ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que vous faites pour matérialiser cette grande vision? C'est une très bonne question. Alors, je suis ici à Kinshasa depuis à peu près 2 semaines. J'étais venu plutôt pour des raisons personnelles. Je pense qu'au mois d'août, je vais revenir ici. Je vais, grâce à mon petit frère qui est très actif au niveau des réseaux associatifs, je vais me rapprocher de ces réseaux-là, commencer un travail déjà de contact en attendant qu'il y ait plutôt un partenaire officiel avec l'État. On va déjà commencer un travail. Bien évidemment, vous avez raison quand vous dites que c'est un travail qui doit commencer. Parce que, M. Momba, il faut savoir que ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans, les répercussions, on va les voir d'ici 10 ans. Très bien. Voilà. Le mal est déjà fait, là. Le mal est déjà fait. On est en train simplement d'attendre que ça se manifeste. Voilà. Il faut qu'on commence à travailler. Mais pour que les enfants aujourd'hui soient pris en charge au niveau alimentaire, je pense qu'il faut aussi commencer à rééduquer les parents. Voilà. Ok, c'est l'aspect qu'on n'a pas vraiment tiré attention. Les parents dans tout ça, comment ils doivent se comporter face à cette réalité? C'est très bien ça. C'est instaurer une interaction saine avec les enfants, parler de la nourriture, non pas comme une relation simplement fonctionnelle. La nourriture, bien sûr, ça nous permet de croître, de devenir des muscles, mais c'est aussi un élément important qui nous permet aussi de nous forger un certain nombre de capacités intellectuelles, de mémoire, tout ça. C'est dire aux parents qu'ils devraient plutôt avoir une relation autour de la table. Vous savez, quand on est autour de la table, c'est un moment convivial extraordinaire. Parce que tout se passe autour de la table. Mais la pression vient aussi de l'enfant. Je vais prendre le tel produit sucré, comme on appelle jus, mais vous ramenez l'enfant le fruit. Il vous dira non, moi je veux le fruit, je veux le jus. Mais non, comment se tenir en tant que parent? C'est une position tellement délicate. Très compliqué parce que il y a aussi la pression sociale. Les espaces publicitaires qui sont occupés. Oui, ils voient. Moi, je veux voir tel produit aussi sur ma table. Absolument. Il y a une agressivité au niveau des entreprises qui sont dans le secteur alimentaire. On le sait très bien. Mais c'est un processus, en fait. Il faut que les parents soient dans une capacité aussi d'assimiler aussi les choses. C'est pourquoi je parle des associations qui peuvent être un support important dans l'échange, en tout cas dans l'accompagnement des parents à ce sujet. Hubert Tubassou, éducateur spécialisé. Nous voici maintenant dans 30 secondes vos propositions qui peuvent nous permettre d'échanger et de stimuler les uns les autres à l'initiation au goût. Surtout pour les jeunes. Le moins jeune aussi. Oui. C'est commencer avec créer une relation de partenaire avec l'école. Il faudrait que l'école soit en capacité de prendre en charge cette problématique qui pour l'instant est quelque chose d'abstrait, mais qui aura certainement des répercussions à l'aune de quelques années avec des enfants obèses. Quand on parle des enfants obèses, c'est des enfants qui auront des difficultés pour être actifs sur le plan professionnel. C'est des bras qui vont manquer à la croissance de notre pays. C'est faire fédérer autour de cette problématique des divers partenaires, notamment les familles, les associations, mais pourquoi ne pas aussi solliciter les enseignes? Parce qu'eux aussi, ils devraient souhaiter aussi nous proposer aussi des produits qui soient aussi sains au niveau alimentaire, au niveau cognitif pour nos enfants. C'est vraiment créer, sans forcément faire une relation de donneur de leçons. Voilà, c'est créer un espace de dialogue et d'échange avec ses partenaires, l'école, les familles, les associations, mais aussi ces enseignes qui pullulent partout et qui doivent aussi considérer la problématique de la santé de nos enfants comme aussi une priorité dans leur cahier des charges. Voilà. Merci Hubert Tubassou, éducateur, pour cette disponibilité de votre part. Moi, je vous remercie sincèrement, M. Momba, de m'avoir permis de voir ce cadre d'échange. J'ose espérer que ces quelques minutes qu'on a partagées avec vous pourront
stimuler en tout cas une réflexion au niveau de nos politiques pour qu'enfin la problématique de nos gamins devienne une priorité dans ce pays. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Entretien aujourd'hui, c'est terminé. Merci de rester toujours fidèles sur nos programmes. Tenez-vous bien. Nous restons toujours à vos côtés pour vous tenir compagnie. Au revoir.